Bonjour et bienvenue sur ce premier webinaire Django. Donc, il s'agit du premier volet d'une série de 3 webinaires consacrés à la réalisation d'un site Django en partant de zéro, from scratch, et tout ça de manière adaptée aux débutants, aux personnes qui n'ont jamais encore rencontré ou travaillé avec Django. L'application qu'on va construire durant ces 3 webinaires, c'est une application relativement simple qui a pour objectif de collecter et de classer des liens en français sur Python pour créer une base de connaissances, de ressources, d'actualité pour Python. Donc l'idée, une sorte de petit Reddit francophone, si on veut. Avec ça, l'objectif prioritaire, donc au tout début, va être vraiment de partir de zéro connaissance en Django et petit à petit construire l'application. Nous allons donc mettre en place petit à petit une page d'accueil avec un menu et ensuite un système d'authentification. On essaiera de discuter les différents enjeux en termes de système d'authentification, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Nous allons également essayer de traverser l'ensemble, ou en tout cas une grande partie, des fonctionnalités de Django. Donc nous traiterons bien sûr des vues, des modèles que tout le monde a l'habitude d'utiliser en Django au début, mais également nous allons beaucoup discuter des formulaires, des vues basées sur les classes, des middleware. Nous allons également voir passer des contextes processeurs et implémenter nos propres tags et filtres pour templates, etc., etc. Donc, on va essayer de passer à travers un panel relativement important de fonctionnalités de Django. Donc, même pour une personne qui a déjà un peu d'expérience en Django, mais qui n'a pas forcément une vue d'ensemble de ce qui est possible, cette série de 3 webinaires, dont le premier est aujourd'hui, le deuxième sera jeudi prochain, et le troisième sera le jeudi d'après, donc 3 jeudis, qui ont pour objectif de donner un survol de Django. Suite à ces 3 webinaires, nous en aurons un quatrième dont l'objectif sera de prendre en main Django REST Framework. Donc, pour le coup, nous allons construire une API sur le site que nous aurons développé et nous aurons également un dernier webinaire sur la création d'applications Django réutilisables, d'app Django réutilisables. Donc, nous apprendrons dans ce dernier webinaire à isoler certaines parties de notre site pour les rendre indépendantes et se créer ainsi une boîte à outils qui peut être utile, par exemple, lorsqu'on débute une activité de freelancia ou qu'on développe plusieurs sites. Donc, ainsi, on va essayer de gagner du temps sur certains éléments importants des sites et certains éléments qui reviennent souvent. Donc, voilà un peu l'approche globale qu'on va retrouver autour de ce mois de décembre Django. Donc, il y a 6, il y a même un septième, 3, 4, 5, oui, un sixième, pardon, webinaire Django encore, où on traitera de GraphQL, donc des API en GraphQL pour avoir un panorama un peu complet de ce qu'on peut faire en Django lorsqu'on démarre avec ce framework. Voilà. Alors, j'ai vu un peu qui était là, j'ai une connaissance du background de certains, d'autres ont peut-être pas d'expérience en Django. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont pas du tout d'expérience en Django? Alors, ça semble pas forcément être le cas dans le chat. Donc, peut-être que ce sera un petit peu répétitif au départ. Peut-être que justement, on va quand même le prendre depuis le départ pour vous montrer ma manière de faire, ma manière d'organiser les choses. Et puis, justement, si le public est
un peu moins débutant, peut-être qu'on passera un petit peu moins de temps sur ces étapes de début de webinaire pour s'attarder un peu plus sur des étapes éventuellement plus avancées. N'hésitez pas donc à interrompre le webinaire si vous avez des questions, c'est-à-dire en particulier si je pars du principe que vous êtes tous, vous avez déjà tous fait du Django, ça peut aller un petit peu lentement au début, donc ça c'est pas trop grave. Ce qui peut être grave éventuellement, c'est que ça va trop vite. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à me faire remarquer que mon postulat de départ n'était pas approprié et que éventuellement je devrais ralentir ou réexpliquer quelque chose sur lequel je suis passé un peu vite. Voilà. Donc ici, j'ai créé un répertoire que j'ai ouvert dans mon EDI, ici Visual Studio Code, et j'ai un terminal qui est ouvert. C'est tout. Donc on part vraiment from scratch, on part de rien, et nous allons commencer par installer Django et créer notre projet, ainsi que l'organiser un peu. Alors, ici, je vais d'abord, comme à chaque début de projet, simplement initialiser en repo Git. Et puis, nous allons maintenant installer nos dépendances. Et pour gérer les dépendances, je vais ici utiliser pipenv. Peut-être certains d'entre vous utiliseront Poetry, par exemple, et d'autres le feront encore en créant un environnement virtuel, éventuellement à la main, avec Python, venv.venv, par exemple. Donc là, c'est vraiment égal. Vous pouvez procéder selon vos préférences. Ici, je vais coller à la documentation officielle et utiliser pipenv pour installer Django. Et dans mon installation de Django, je vais pas préciser de version en particulier. Donc, dans notre cas de figure, je vais utiliser la dernière version. Il y a juste peut-être une chose que je vais modifier ici. On va juste éliminer l'environnement virtuel que j'ai créé. Je vais profiter qu'il a voulu créer là déjà un pip file. Je vais me marier avec Python 3.9 pour l'instant. Python 3.10 ayant juste 2 mois d'âge. Et comme j'ai pas forcément encore l'habitude de l'utiliser au quotidien, j'ai pas envie que certaines fonctionnalités ou incompatibilités soient un problème dans notre webinaire. Voilà, donc je recrée mon environnement virtuel ici en installant la dernière version de Django. Donc nécessairement, ça va m'installer ici dans un environnement Python 3.9. Directement Django 3.2. Voilà. Ici, avec pipenv, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça crée l'environnement virtuel dans un répertoire qui n'est pas situé dans mon répertoire ici. Ça peut en perturber certains. Sachez que vous avez toutefois la possibilité, à tout moment, d'éliminer l'environnement virtuel qui a été créé avec pipenv-rm. Donc là, ça l'a éliminé. Et si je crée un environnement ici, un fichier, en répertoire .venv, alors à ce moment-là, lorsque je fais le pipenv install, il va installer plus ou moins tout dans ce venv-là. Donc, vous avez le choix d'installer votre environnement virtuel soit dans un endroit centralisé de votre ordinateur, soit directement dans le répertoire .venv de votre disque. Lorsque vous le faites, assurez-vous également que, suite à la création d'un premier fichier Python, vous avez la bonne version de Python qui est sélectionnée. Donc, nous allons d'abord activer cet environnement virtuel avec la commande pipenv shell. Et une fois que cet environnement virtuel est activé, on va créer un projet avec Django admin et puis la commande start project. Là, on va donner un nom au projet. Alors, personnellement, j'ai l'habitude de nommer chacun de mes projets config. Pourquoi? Parce que ça va me créer un fichier au nom du projet, un fichier où Django va placer tous les répertoires, tous les fichiers et répertoires liés à la configuration. Et je préfère nettement que ce répertoire s'appelle config plutôt qu'il s'appelle webinaire ou autre chose. OK? Donc ici,
je crée donc mon projet et Django admin s'est chargé de nous construire un template de projet. On voit que ce template de projet ici est vraiment minimal. Ce qui a été créé, c'est uniquement un fichier Python ici. Si on l'ouvre, on voit qu'il y a juste une fonction main et finalement, cette fonction main qui est exécutée. C'est un script qui va être utilisé pour exécuter toutes nos commandes de gestion du site. Okay. Par exemple, lorsque je veux lancer le serveur, lorsque je veux synchroniser la base de données avec mes modèles, lorsque je veux tester mon code, lorsque je veux ouvrir en shell Python conscient de notre projet Django pour pouvoir tester certains aspects de mon code à l'intérieur. Donc, nous verrons un petit peu ces différentes fonctionnalités liées à ce script manage.py. Et puis, dans le répertoire config, nous avons directement plein de fichiers dont seuls deux vont nous occuper pour l'instant. Ces deux fichiers qui vont nous occuper sont settings.py. Ici, settings.py, c'est là où vous avez toute la configuration du framework et vous allez y retrouver plein de choses qui ne font pas de sens pour vous et on va essayer qu'à la fin de ce webinaire, ce fichier ait un sens pour vous, en tout cas pour la plupart des éléments. Et également, vous avez ici un fichier appelé urls.py, donc implémenté sous la forme de module Python, qui va nous permettre de définir quels sont les URL, donc les chemins dans notre navigateur, dans la barre d'adresse de notre navigateur, qui vont correspondre à certaines pages de votre application web. Voilà. Donc ici, c'est ce qui est créé. À ce stade, il n'y a encore rien dans notre navigateur. Si je veux lancer le serveur, ça se fait avec un Python manage.py, et là c'est la première fois qu'intervient notre manage.py, et run server. Okay. Au passage, le fait que j'ai ouvert un fichier Python là m'a confirmé qu'il a bien trouvé le répertoire .venv qui est situé à la racine de mon projet. Donc, je peux le vérifier. Et s'il n'a pas trouvé ce répertoire, vous pouvez, en cliquant dessus, et si vous utilisez VS Code, naturellement, cliquer et puis ici, parcourir les différents environnements virtuels. J'en ai quelques-uns ici qui sont à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à vérifier ceci pour être sûr que c'est le bon environnement virtuel qui est activé. Voilà, donc si j'exécute ce serveur, normalement, il va refuser de démarrer. Il va refuser de démarrer, en fait. Il a démarré, mais il m'a donné un avertissement. Il m'a dit que j'avais 18 unapplied migrations, donc des migrations qui n'avaient pas été appliquées. Alors, qu'est-ce que sont ces fameuses migrations? On aura l'occasion d'y revenir, mais il faut voir ces migrations comme une description de la base de données, et donc on a besoin de les exécuter pour que Django s'occupe de construire votre base de données. Ce qu'on voit ici, c'est que pour l'instant, il a une base de données qui vient d'être créée, ce nouveau fichier qui n'est pas encore en vert ici. C'est un fichier db.sqlite3, donc c'est une base de données qui est la base de données SQLite 3, une base de données relationnelle simple à utiliser, qui est directement intégrée à Python lui-même, donc vous n'avez rien à installer pour ça. Donc pour nos premiers essais, nous allons utiliser DB SQLite 3, et éventuellement on pourra discuter de déployer notre site, par exemple sur Ubuntu, sur Heroku, pardon, et donc de cette manière-là, pouvoir profiter éventuellement d'une base PostgreSQL sans avoir besoin de rien configurer en local. Pour ceux qui sont intéressés éventuellement à configurer une base PostgreSQL en local sans trop d'efforts, peuvent regarder le webinaire d'hier qui était consacré à l'usage de Docker Compose. Et avec cet outil, avec Docker Compose, vous avez la possibilité relativement facilement de gérer les outils que va utiliser votre application Django. Toutefois, aujourd'hui,
Nous nous destinons aux débutants et l'idée, c'est pas de rentrer dans trop de détails techniques par rapport à la base de données. Donc, pour démarrer, la base de données SQLite 3 sera suffisante pour nos besoins. Ici, je viens de créer un projet, je viens de voir qu'il y avait des migrations à appliquer et je viens de voir également que cette base de données est colorée en vert ici, ce qui, sur un éditeur de code, signifie que ce fichier va être versionné probablement si je le décide tout à l'heure avec Git. Donc, la première chose que je vais faire, même avant d'appliquer les migrations, et c'est toujours une des premières choses que je fais dans un projet, c'est à ce stade de créer un fichier .gitignore. Et dans ce .gitignore, je vais déjà au minimum y placer mon .venv. En effet, en Python, on ne va pas versionner ou il n'est pas souhaitable de versionner son environnement virtuel. Donc ici, nous n'allons pas le versionner. Je vais également créer un autre fichier qui va nous servir plus tard pour les variables d'environnement que je vais appeler .env. Et également, ce fichier .env, il n'est pas souhaitable de le versionner. Donc à ce stade, nous prenons des précautions dès le départ du projet, essayer de lister dans ce fichier .gitignore tout ce qu'on désirerait pas voir sur GitHub, et notamment la base de données elle-même aussi n'est pas ici forcément destinée à se retrouver sur GitHub. Encore que avec DB SQLite 3, ça poserait pas de problème tant qu'on a pas de données sensibles à l'intérieur. Mais bien sûr, si vous faites un vrai site web, alors si vous faites un vrai site web, vous n'allez pas utiliser SQLite 3. Mais toutefois, si vous vous retrouvez avec des données à l'intérieur parce que votre projet a évolué et vous avez traîné à faire évoluer votre stack technique et que vous utilisez SQLite 3, vous ne voudriez pas retrouver ces données sur GitHub. Donc, je l'ajoute ici. Après, ce qu'on va voir, c'est que dès qu'on fait quelques configurations dans l'éditeur de code, on va éventuellement retrouver des répertoires qui sont spécifiques à l'éditeur de code. Donc, sur VS Code, on va probablement mettre le répertoire .vscode dans son gitignore pour éviter de l'envoyer sur GitHub. Et effectivement, si j'ai un collègue qui utilise un autre éditeur, ben, finalement, autant qu'il utilise le sien, et puis il n'y a pas besoin de ma configuration à moi. Pareil, si vous utilisez PyCharm, vous pouvez éviter d'envoyer votre répertoire .idea directement sur GitHub. Voilà, donc ici, notre fichier gitignore est configuré. On va pouvoir créer notre première version. Donc ici, un git status pour vérifier ce qui a été créé au niveau du projet. Et à ce stade, on reste très compact, on n'a quasiment rien fait, on a un contrôle complet sur ce qui est là. Donc exceptionnellement, on va faire un git add point pour dire je veux ajouter tous ces fichiers et répertoires à ma prochaine version, à mon prochain instantané de projet. Et puis git, commit, et puis on va simplement versionner notre premier commit ici. Voilà. Donc, nous sommes bons pour cette mise en place de projet. Ensuite, en Python, pour l'instant, on va voir que en Django, si j'applique maintenant mes migrations, donc on applique les migrations avec une commande de nouveau de gestion qui s'appelle migrate, donc Python manage.py migrate que j'exécute à la racine de mon projet ici. Et c'est cette commande qui va vous créer votre base de données. Donc ici, vous voyez qu'il a exécuté un certain nombre de fichiers de migration. Vous ne les voyez pas, ces fichiers ici, ils sont en interne de Django. Okay, c'est des fichiers qui appartiennent aux différentes applications internes de Django. Par exemple, ici, la migration destinée qui provient du module Django.contrib.auth va nous construire un modèle utilisateur et nous mettre en place tout le système d'authentification de Django. On voit que ici plusieurs migrations ont été exécutées pour l'application hôte. Donc, Django met en place toute une infrastructure pour vous aider à monter
en système d'authentification pour votre site. Également, vous voyez que certaines migrations ici portent le nom admin. Django va vous fournir également un site d'administration qui vous permettra de gérer en back-office directement les données de manière visuelle depuis le site. On va voir ça dans 2 minutes. Voilà, et on est bon à ce stade. Donc, le fait d'avoir maintenant exécuté les migrations nous permet de lancer notre serveur. Et en Django, pour lancer notre serveur, on exécute la commande python-manage.py run server. Voilà, donc maintenant que j'ai exécuté les migrations, on voit qu'il fait quelques checks au démarrage et puis ensuite, il lance le serveur et par défaut, notre site sera accessible sur 127.0.0.1, donc localhost, et sur le port 8000. Ici, si j'exécute tout ça et que j'enlève mes Discord, voilà, nous avons la page d'accueil de Django. Donc à ce stade, votre site Django a démarré. Vous avez même accès déjà à ce stade au site d'administration. Le seul problème, c'est quand on arrive sur le site d'administration, il va nous demander de nous connecter. Et puisque nous n'avons pas encore créé d'utilisateur, nous n'avons pas simplement moyen de se connecter puisque nous n'avons encore pas de username et de password avec lequel se connecter. Donc la première étape ici va être de se créer un super utilisateur. Pour créer ce super utilisateur, je peux soit arrêter le serveur, soit rouvrir en terminal et réactiver mon environnement virtuel. Et à partir de là, je vais de nouveau utiliser la commande d'administration python-manage.py et cette fois la commande s'appelle create super user comme ça. Voilà. Create super user va vous demander votre username et par défaut, il va récupérer le username que vous utilisez sur votre OS. Ici, un Chapuis, donc je vais garder celui-là. On n'est pas obligé de mettre en email, comme ça. J'évite de recevoir des centaines d'emails dans la nuit pour des questions. Et puis, 2 fois le password. Voilà, et vous avez créé votre premier utilisateur. Donc, vous voyez qu'à ce stade, maintenant, vous arriverez à vous connecter sur le site d'administration. Alors, le site d'administration, je le remets une fois. Pour y accéder, c'est localhost 2.8000. Ça, c'est l'adresse à laquelle se trouve votre site. Si je me rends à cette adresse, encore une fois, j'ai le site par défaut. Ensuite, /admin. Et vous arrivez ici sur le site d'administration. Et vous voyez comment on est arrivé sur une page qui demande d'être authentifiée. Ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a redirigé automatiquement vers la page d'authentification. Alors ça, on va se mémoriser ce mécanisme parce que ça va être quelque chose de très important. Quand on essaye d'accéder à une page privée en Django, il va nous rediriger vers la page d'authentification. Et là, on y est. Et puis, il va coller derrière une petite query string ici. Donc, cette query string se reconnaît avec ce point d'interrogation ici en disant next admin. Alors, cette query string, elle a un rôle très important. C'est que j'ai essayé d'accéder à une page, à la page admin. Comme ce n'était pas possible parce que je n'étais pas authentifié, alors il m'a redirigé sur admin/login. Maintenant, je vais me connecter. Et ce que je ne voudrais pas, c'est qu'une fois que je sois connecté, il me renvoie complètement ailleurs. Donc, moi, au départ, j'étais intéressé par accéder à ce chemin admin. Donc, il va me renvoyer, une fois connecté, à ce chemin admin. C'est à ça que sert ce next-là. Donc, ici, je vais me connecter avec le nom d'utilisateur que je viens de créer, plus le mot de passe qui lui est associé. Et ici, j'accède au site d'administration. Vous voyez qu'il n'y a plus le login, next et tout ça. Je suis bien sur la page mon URL /admin. Et donc, j'ai bien été redirigé après le login au bon endroit.
Donc, on y reviendra. Ce mécanisme va être relativement important pour l'implémentation des pages privées. Et ici, nous sommes sur un site d'administration où nous voyons que nous avons des users. Alors, si je clique sur user, je vais me voir. Je vais me voir que je n'ai pas fourni grand-chose comme information. Par exemple, je n'ai pas fourni en nom et en last name. Donc, ces éléments n'étaient pas obligatoires. Et puis, je vais également voir qu'il y a pas mal d'éléments qui sont liés aux permissions utilisateurs. Ça, on touchera dans le deuxième et dans le troisième webinaire. Donc, la possibilité de créer des groupes associés à un certain nombre de permissions. Et par contre, il va me loguer ici la dernière fois que je me suis connecté, le moment où je me suis inscrit sur le site. Voilà, on voit qu'il a 1 heure de retard parce que mon application Django actuellement est sur le fuseau horaire GMT ou UTC. OK, donc là, je suis en Suisse, donc en GMT plus 1. Donc, il a effectivement 1 heure de retard. Il doit être 18h22 maintenant et il m'affiche une inscription à 17h22. Donc, pas de panique ici. C'est qu'il a enregistré ici l'heure comme étant au fuseau horaire GMT. Donc, ici, ça pourra éventuellement se corriger par la suite. Alors, où ces détails de configuration sont-ils rangés? Eh bien, puisque j'ai décidé de nommer le répertoire de configuration config, en nommant mon projet config, alors il est très intuitif de se dire, OK, je vais dans la configuration, et dans la configuration, il y a un fichier ici, settings, et ici, tout en bas, donc si on scroll relativement en bas du fichier, nous avons des choix par rapport à la langue. Par exemple, nous pourrions ici migrer le site d'administration en français, en fait, donc choisir comme langage de choix le français, puisque notre application va être une application francophone. Et ici, nous pourrions mettre Europe, Zurich ou Paris, ou ce qu'on veut, pour être sur un bon fuseau horaire. Voilà, à ce stade, je sauve mes modifications et quant à faire, on va relancer une fois le serveur, voir si mon site qui jusqu'ici était au niveau de l'administration en anglais a été traduit automatiquement en français. OK, donc tout ce qui est fourni avec Django est multilingue. Ici, donc, ici, tout a été traduit en une étape de configuration en français. Également, je vois que l'heure de mon inscription a bien été corrigée, ayant maintenant informé Django que j'étais sur un fuseau horaire parisien. Alors, il va correctement trouver l'heure à laquelle je vis en tenant compte de l'heure d'été, de l'heure d'hiver et tout ça. Voilà, donc ici, on est relativement vite au point sur la langue de notre site. Et toutes les fonctionnalités que je vais rajouter, si je les rajoute en bilingue, hein, ce sera moi de faire l'effort de les rajouter en plusieurs langues, mais tout ce qui vient de Django sera traduit ici en français, même au niveau du site d'administration. Donc, voilà pour notre introduction. Et nous avons à ce stade une page qui est fonctionnelle. Toutefois, si nous regardons notre projet, actuellement, nous avons guère qu'une config. Okay. Pourtant, il semble qu'on a un site, si je me rends à l'adresse racine de mon projet qui est localhost 8000, je dois avoir des... Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a localhost et puis 127.0.0.1. Je suis surpris qu'il ne me donne pas le même site ici. J'ai un petit peu joué hier avec différents serveurs. Donc voilà. Donc nous avons notre application qui est la page par défaut de Django. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est essayer de remplacer cette page par un site
qui serait le nôtre. Et pour ce faire, nous devons créer une page, donc une home page. Ici, ce que je vais proposer, c'est qu'on crée une application qui va s'appeler Home. Donc, pour créer une application, on va arrêter notre serveur et puis on va de nouveau utiliser la commande python-manage.py et quelque chose. Et ce quelque chose, c'est start app. Donc, en Django, nous avons créé ce qu'on appelle un projet. Dans le vocabulaire Django, c'était notre Django admin start project config point. J'insiste sur le point à la fin, il est important. Et nous avons ainsi créé ce projet. Maintenant, ce projet va être constitué d'apps. Donc, ce qu'on appelle des apps, donc start app ou d'applications. Une app, va représenter différentes responsabilités de votre application web. Donc, un projet web peut être constitué de plusieurs apps. Une de ces apps pourrait par exemple être en blog. Une autre app pourrait s'appeler User, c'est gérer nos utilisateurs par exemple. Une autre app pourrait s'appeler Profile et puis gérer le profil utilisateur. Une autre app pourrait s'appeler Menus et puis nous offrir un système pour, par exemple, gérer les menus sur notre page web. Une autre app pourrait s'appeler Pages et puis gérer toutes les pages statiques de notre site web, comme la page à propos de moi ou la page contact. Enfin, contact, c'est pas vraiment statique, etc., etc. Donc, on pourrait vraiment découper cette application en app et donc créer une application modulaire. Donc, une app, une responsabilité. On va essayer vraiment de multiplier les apps, pas les multiplier pour les multiplier, mais essayer de bien finalement compartimenter les responsabilités dans notre site. Si on le fait bien, on verra apparaître petit à petit des éléments qui sont éventuellement réutilisables d'un projet à l'autre. Il faut vraiment voir un site Django comme une boîte à outils qui vous propose des outils individuels. Si vous achetez une machine qui aurait la possibilité de faire beaucoup de choses. Par exemple, on pourrait imaginer une machine qui plante des clous, qui visse des vis et puis qui fait encore plein de belles choses. Il suffit une ou deux de ces fonctionnalités principales tombent en panne et vous êtes bon ou bonne pour changer toute la machine. Tandis que si vous avez des outils séparés, lorsque un est cassé ou est-ce que lorsqu'un outil tombe en panne, à ce moment-là, vous pouvez remplacer cet outil et cet outil uniquement. Et si vous avez besoin de cet outil dans différents contextes ou de différents lieux, vous allez emmener cet outil-là. Donc, les apps, c'est pareil. Si vous créez une app blog et qu'elle gère un blog très bien, alors à ce moment-là, tous les sites sur lesquels vous allez créer un blog, vous pourrez réutiliser la même app blog. Donc, vous allez faire le travail une fois. Pareil pour l'authentification. Si vous devez faire une authentification avec un bouton Google ou un bouton GitHub, vous le faites une fois sur un site et grosso modo, sur tous les sites sur lesquels vous aurez à faire cette fonctionnalité, le travail sera plus ou moins le même. Et donc, si vous, petit à petit, vous construisez une boîte à outils d'app, à ce moment-là, petit à petit, vous allez gagner en efficacité dans la réalisation d'app Django et vous allez pouvoir comme ça, éviter de redévelopper des mêmes choses encore et encore. Donc ici, Start App, et la première app que je vais créer, je vais l'appeler Home. Alors ici, Home pour Home Page. Alors on pourrait penser qu'on va commencer à créer une app par page, pas forcément. Là, je vais le créer comme ça parce que c'est la page par laquelle on va commencer, c'est la page avec laquelle on va poser les bases. Éventuellement, par la suite, on peut toujours refactorer la chose en créant une app plutôt Pages. On va voir encore la home page, à quel point son contenu va être dynamique. Généralement, cette home page est là en rôle intégrateur au sein d'un site web. Elle est un peu différente des autres pages, donc ça ne me choque pas autrement de créer une application pour cette page home ici.
OK, donc j'ai créé une page Home. On voit maintenant qu'une application va être formée de plusieurs fichiers, finalement, dont un seul est réellement important, c'est apps.py. Donc techniquement, tous les autres fichiers, vous pouvez éventuellement les éliminer si vous ne vous en servez pas. Et puis, on a parlé de migration tout à l'heure. Alors, on voit ici que nous avons un répertoire migration. Ce répertoire migration est vide, il ne contient qu'un fichier init.py de Python. Donc, ça, c'est du Python vraiment, vraiment standard. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'une app, c'est rien de très particulier. C'est uniquement, finalement, au niveau de Python, c'est un package. Donc, c'est un répertoire qui contient un fichier init ici. OK. Donc, ici, c'est vraiment du Python standard et de nouveau avec un fichier obligatoire apps.py. Les autres sont optionnels. Vous allez découvrir au fur et à mesure de ce webinaire à quoi sert web.py, à quoi sert éventuellement test.py que je vais immédiatement éliminer parce qu'en général, il ne sert à rien pas qu'on ne doit pas tester. Au contraire, ceux qui me connaissent pensent, seront choqués que je demande d'éliminer ce test.py, mais au contraire, je considère que un module seul ne suffit pas pour les tests. Il faut pouvoir un petit peu structurer ces tests et j'aurais plutôt tendance à gérer ça dans un répertoire séparé, etc. Donc, voilà, il vous crée des fichiers de départ que vous pouvez personnaliser. Alors, ce home ici, c'est là-dedans qu'on va créer notre application et l'application pour la page d'accueil et on va commencer par l'enregistrer dans les settings. Donc, d'avoir créé le répertoire Home ne suffit pas. Il faut que nous l'enregistrions encore dans les apps installées. Donc ici, actuellement, nous voyons que dans les apps installées, donc installed app, nous avons essentiellement que des applications qui viennent de Django. Donc, nous voyons ici le site d'admin. Le site d'admin, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Si je le remets ici, je tape admin, je vois que j'arrive de nouveau sur l'authentification et le site d'admin. Donc, ça vient de cette application-là. Tout le système d'authentification, qui est d'ailleurs utilisé par le site d'admin ici, est implémenté dans cette app-là. Okay. Et puis, nous avons d'autres apps qui ont des rôles spécifiques, mais globalement, toutes ces apps n'ont rien de magique. C'est des apps qui sont absolument programmées comme les vôtres. Donc, on peut aller voir sur GitHub, dans le code source de Django et vérifier que admin ou autres sessions ne sont que des apps au même sens que l'app Home que nous venons de créer. Donc, c'est des répertoires dans lesquels on va retrouver des views, des modèles, des apps, mais également d'autres fichiers comme des forms, des managers, des behaviors, etc., etc. Donc, on peut avoir d'autres fichiers que ceux qui sont créés par défaut ici, mais par défaut, Django s'occupe de vous donner un cadre, de vous donner une structure. Donc, cette structure peut éventuellement être rassurante pour certains qui sont parfois angoissés à l'idée d'avoir une page blanche au démarrage d'un projet, mais cette structure peut être aussi angoissante parce que du coup, on se retrouve quand même avec plusieurs fichiers. Et si on a l'habitude de faire des petits projets jusqu'ici, ou parfois on avait uniquement un module Python qui constituait notre projet, ben on se retrouve dans une sorte d'architecture qui nous dépasse éventuellement au début et qui est éventuellement contre-productive puisque on ne sait pas trop où vont les choses tant qu'on n'a pas compris le rôle des vues, des modèles, de l'admin, des apps, etc., etc. Donc, c'est ça qu'on va essayer de clarifier tout bientôt. Donc, pour inscrire notre nouvelle app, ici, on va finalement inscrire la classe homeconfig qui se trouve dans ce module apps.py dans Home. Donc, pour ça, on va donner le chemin Python jusqu'à apps.py et puis jusqu'à la classe home, homeconfig. OK, donc à ce stade, on retourne dans nos settings ici et donnons ce chemin. Alors, home, ici, point contrib.
point, et puis là, hop, hop, je me laisse avoir là par le truc, non, home.apps.home config. Voilà. Donc, home, apps, et à l'intérieur de apps, home config. Home, apps, home config. Donc, vous faites vraiment ce chemin-là. Oui. J'ai une petite question. Parce que théoriquement, dans Install Apps, on peut aussi juste se contenter d'écrire Home. Alors, théoriquement, oui. Mais Techniquement, on pourrait avoir aussi le fichier apps qui est dans un autre, répertoire. On pourra aussi avoir plusieurs fichiers, plusieurs classes de config. Et depuis Django 2, en fait, il conseille de mettre explicitement le chemin jusqu'au fichier de config. Même si techniquement, si je mets que home, il va chercher en apps là-dedans. Et si dans apps, j'ai qu'une classe de config, il va prendre cette classe-là. Et si j'en ai deux, il ne saura pas laquelle prendre. ok. Donc, il y a des situations où une app, en fait, pour l'instant, on utilise ici une app qu'une fois, plus ou moins. Mais en Django, en tout cas depuis Django 2, et c'est pour ça que depuis Django 2, il y a cette obligation, c'est que techniquement, une app pourrait être utilisée autant de fois qu'on veut. Par exemple, si j'ai une app forum, je pourrais avoir deux forums différents sur mon site, par exemple. Ou je pourrais avoir une app contact et puis avoir deux formulaires de contact gérés indépendamment sur mon application. Donc, une application, mais utilisée plusieurs fois sur le site pour des tâches différentes. Et dans ce cas-là, je peux envisager avoir des configs différentes dans ce apps-là et puis l'enregistrer deux fois avec une config différente. Donc, l'idée, c'est de prendre l'habitude dès le départ d'enregistrer la classe comme ça, en fait. Et si on va, par exemple, ce que je recommande souvent aux personnes qui démarrent Django, c'est de faire une fois le tuto dans la doc. Et si on est dans la doc, à l'adresse correspondant au tuto d'intro, donc il y a un tuto en 7 parties. Si vous lisez ce tuto, typiquement, c'est la pratique qui va être recommandée ici. Et si vous remontez les versions, c'est ça que j'aime bien sur la doc de Django, y compris pour le tuto, il est possible de remonter les versions ici en bas, et puis ici, de remonter à la version 3.1, puis 3, etc. Et puis, on voit certaines pratiques qui évoluent. Mais quelque part, la doc de Django nous donne quelque part l'approche stylistique qui va être recommandée pour ce genre de choses. Donc, on trouve parfois, oui, des tutos un peu anciens qui sont restés sur le fait peut-être de mentionner que l'application, et on trouve énormément de tutos un peu, même très récents, qui sont développés par des développeurs qui pratiquent Django depuis longtemps puis qui ont gardé cette habitude. Et c'est parfaitement fonctionnel tant qu'on n'utilise pas deux fois la même app. Ok, merci. Voilà. Donc, ici, on est tout bon avec la configuration de notre app. Et puis, on va vouloir créer une première page parce qu'évidemment, pour l'instant, si je continue à aller sur notre site et puis que je viens là, et puis pour l'instant, j'ai pas mon run serveur. Voilà. Alors, je commence à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Hop. Alors, on va directement tuer le problème dans l'œuf. Hop. Webinaire Docker. Ok, j'espère que c'est celui-là. On verra si ça continue à persister tout à l'heure. J'ai un conflit quelque part. Je n'arrive pas à régler. On va le régler de manière très simple. Ici, vous avez la possibilité de sélectionner le port qui nous intéresse. On va se mettre sur le port 80-80. Et
de cette manière-là, il n'y a plus de conflit, en tout cas pour la durée du webinaire. Voilà. OK, donc à ce stade, on va devoir créer une page. OK, donc pour créer cette page, on va, je vais utiliser pour faire vite ici un Bootstrap. Donc on va prendre un template de démarrage, simplement en allant à la racine de la doc de Bootstrap et on prend juste le starter template, juste pour pouvoir mettre en page de manière un peu plus jolie que simplement du HTML brut sans rien. Et puis, on va créer une première page quelque part. Ici, ce quelque part, dans un tout premier temps, je vais le créer ici dans Home, créer un répertoire que je vais appeler Templates. Et puis, dans ce répertoire que je vais appeler Templates, je vais créer un premier fichier que je vais appeler home.html. On verra que je vais refactorer ça. Donc, ceux qui ont l'habitude de Django voient où je veux en venir dans le refactoring, mais l'idée, pour l'instant, va être d'essayer d'afficher ce site. Alors, j'ai pris le template et grosso modo, je peux même laisser tout. En fait, il va simplement dire « Hello World ». Alors, à ce stade, si je démarre notre serveur et que je me rends sur Chrome, ça ne fonctionne toujours pas. Donc ici, le problème, c'est que pour l'instant, on a effectivement créé une page web dans Home, mais on n'a nulle part indiqué que c'est cette page-là qu'on voulait afficher lorsque nous nous rendons à l'adresse localhost 8080. 8080. OK. Donc, maintenant, ce que je dois indiquer à Django, c'est qu'à la racine de mon site, je veux afficher la page que je viens de créer et qui est dans un fichier home.html. Donc, la manière de procéder va être de nous rendre toujours dans la config, puisque c'est quelque chose qui dépend qui est finalement un élément de configuration, et puis dans ce settings-là, et pardon, dans cette URL, de ce fichier URLs ici. Et dans ce fichier URLs, on voit qu'il y a déjà l'URL de notre site d'admin. En effet, si je mets admin ici à la fin, nous avons notre site d'admin qui répond. OK? Donc, il y a déjà notre site d'admin. Moi, ce que je veux ici créer, c'est la possibilité de dire que je veux quelque chose à la racine du site. Alors, pour dire la racine du site, je ne vais rien mettre ici. Et je veux lui dire d'utiliser certain code Python qui va renvoyer le code qui est là-dedans. Alors, comment est-ce que je peux faire ici? Alors, au plus simple, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est appliquer simplement une recette qu'on va comprendre par la suite. Une recette qu'on va comprendre par la suite. Alors, pour l'instant, je vais importer un fichier, enfin une classe en l'occurrence, ici. Donc, je vais l'importer depuis Django views.generic. Import, et puis cette classe que je vais importer s'appelle template view. Et puis ici, je vais dire à cette template view de créer une vue, et puis je vais lui indiquer que je désire utiliser ou associer à ce chemin-là, que je désire associer en template. OK? Donc, ce template va correspondre, le nom de ce template va correspondre à ce nom home.html. Donc ici, home.html. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire encore, c'est donner un nom à cette URL. Donc, je peux lui donner un nom, par exemple, home. Name home. Donc, nous verrons ou nous discuterons ensemble de quelle est l'utilité de donner des noms à nos URL. C'est très important en Django, mais ici, nous avons fait ce matching.
Je vois qu'il y a quelqu'un qui désire parler ou c'est un micro activé par erreur. Éventuellement, rendre muet les micros bruyants. Et puis, si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à reprendre la parole. C'est très volontiers que je réponds aux questions. OK, donc nous avons associé notre URL d'accueil avec un template. Pour ce faire, nous avons pour l'instant appliqué une recette, c'est-à-dire grosso modo, nous avons importé la possibilité d'utiliser une fonction, ce templateView.asView. On peut voir ça comme une fonction ici. Et puis, on a juste indiqué le nom du template qu'on désirait utiliser. Ce n'est pas nécessairement la meilleure pratique à ce stade, mais c'est la pratique la plus simple. Et on a donné un nom à cette URL. Donc, à partir de là, si je réactive mon serveur, que je retourne sur ma page et que je rafraîchis, je vais obtenir maintenant plus la page par défaut de Django, puisque maintenant nous avons notre propre page. Ok, c'est pas forcément la page la plus intéressante que vous puissiez imaginer quand vous faites du web, mais nous avons ici notre Hello World, celui-là même qui est défini ici dans ce fichier HTML home.html. Alors, pour l'instant, c'est quelque chose de complètement statique, dans le sens que tout est programmé en dur, y compris le titre Hello World. Et puis, j'ai dû me taper finalement une structure HTML complète pour créer cette page-là. Alors, puisqu'on est sur du HTML, je vais également poser le contexte par rapport aux requis de finalement ces trois webinaires par rapport au CSS et à l'HTML. Donc, je dirais qu'il n'y a pas besoin des cadres en HTML ni en CSS. On va, dans la plupart du temps, utiliser Bootstrap. Par contre, je dirais que c'est un gros avantage pour suivre efficacement ces webinaires si vous avez déjà une expérience avec HTML et CSS, puisque c'est l'outil qui va nous permettre de construire notre interface, même si ici, nous allons faire vraiment du front-end pour développeurs back-end, c'est-à-dire quelque chose d'aussi simple que possible. Voilà, alors nous avons cette page en dur. Maintenant que nous avons quelque chose de fonctionnel, nous allons refactorer un peu tout ça. Refactorer tout ça, ça voudra dire essayer de finalement déplacer ce que j'ai actuellement mis en dur ici dans ce module urls.py. J'ai mis du code en dur qu'on va peut-être éviter de manière générale. Donc ici, lorsque j'ai associé un chemin à une vue, pour obtenir un template, j'ai quelque part fait le travail qu'on attend de ce fichier et de ce module views.py. Donc, il ferait du sens de définir tout ça dans notre module views.py ici. OK? Donc, on va simplement déplacer ce qu'on a déjà fait pour essayer d'avoir des éléments qui sont à leur place, car quand notre application va grandir, ça sera beaucoup plus lisible et beaucoup plus naturel pour les développeurs d'aller chercher les vues dans un fichier vue.py plutôt que de les chercher dans urls.py. Voilà l'enjeu. Donc ici, on va ouvrir en parallèle ce fichier views.py qui actuellement est presque vide, sauf en render. Et on a ici la possibilité maintenant de déplacer ce qu'on avait dans urls.py ici. Alors, nous allons effacer tout ça. Nous allons nous rendre dans views.py et nous allons plus ou moins faire le même travail. Alors, ce travail, on peut le faire de deux façons différentes. Jusqu'ici, nous avons utilisé la méthode élégante pour le faire, ou la méthode recommandée, c'est-à-dire que nous avons importé depuis Django.views.générique, import template view. Okay. Donc ça, c'est une classe. Et de notre côté, nous allons faire une classe qu'on va appeler par exemple HomeView,
Si vous êtes à l'aise avec la programmation orientée objet à ce stade, vous pouvez donc, avec cette classe HomeView, hériter de TemplateView. Et de la même manière que dans notre urls.py, nous avons ici, alors je l'ai déjà effacé, mais on peut le revoir, nous avons défini un template name. Nous allons le faire directement dans cette classe-là, template name égale, et puis home.html. Voilà. À ce stade-là, je peux maintenant, plutôt que d'importer ma template view ici, je peux simplement importer ma propre vue depuis donc home, views, home view. Donc ici, je vais faire en from home.views import et puis ici home view. Comme ça, je peux remplacer tout ça par homeview.asView. Cette fois, je n'ai plus besoin de préciser le template puisqu'il est précisé ailleurs. Voilà. Je vois ici que mon serveur est de nouveau content. Donc, nous avons remis en place quelque chose de correct. Donc, nous avons défini un template à afficher ici dans views.py. Nous avons ensuite défini dans cette URL un matching entre la racine de notre site et cette vue home, et nous lui avons donné un nom. OK. Donc, à ce stade, nous avons tout ce qu'on veut, ou presque. Qu'est-ce qu'on pourrait encore améliorer? Alors, ce qu'on va pouvoir améliorer, le prochain step va être d'améliorer au niveau du HTML ici. Ici, vous vous en doutez bien que notre site va être composé de beaucoup de pages. Ou en tout cas, il va être présenté dans le navigateur sous la forme d'un ensemble de pages HTML dynamiques. Et chaque page va avoir une structure qui est similaire. Une structure qui répond toujours à la même logique, à savoir un fichier qui commence par HTML et qui se ferme à la fin. Ensuite, deux sections head et body. Vous avez tous fait du HTML, vous êtes au clair à ce niveau-là. Mais finalement, ça peut être relativement rébarbatif de répéter tout ça à chaque fois. Donc, ce serait quelque chose de bien si nous pouvions avoir défini la structure globale de la page à un endroit de notre site et ensuite que nous n'ayons plus qu'à préciser éventuellement quel est le titre, quel est ici le body, et puis éventuellement quelques spécialités qui interviendraient de page à page. OK. Donc ici, on va essayer de renommer ce home.html, on va le renommer base.html pour dire que ça, c'est la structure de base de ce qu'on va utiliser. Et puis, en même temps, on va essayer de définir dans cette page de base des endroits qui pourront être modifiés par la suite. OK? Donc ici, par exemple, il y a un endroit qu'on aimerait modifier, c'est le titre. Par exemple, ici. Alors, pour l'instant, on aimerait modifier ça. On aimerait modifier. Qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir modifier ici? Le contenu. Alors, on aimerait modifier le contenu. Pour l'instant, vous ne désirez pas encore forcément modifier les scripts. Alors, je ne connais pas votre intérêt à tous et votre expérience à tous avec JavaScript, mais on pourrait vouloir ajouter des fichiers de script JavaScript à la suite de ce fichier-là qui dépend finalement qui implémente la partie JavaScript de Bootstrap. Donc, on va garder ça, mais je voudrais éventuellement, sur certaines pages, ajouter d'autres scripts. Okay. On fait le ménage un petit peu dans ces commentaires qui sont hérités du site de Bootstrap. Et puis ici, on voudrait
ajouter d'autres scripts. Et puis, ici en haut, un peu pareil, nous avons un link vers le fichier CSS qui va implémenter les styles de notre projet. Même chose, nous avons le CSS de Bootstrap, mais on voudrait ici pouvoir ajouter nos propres styles. OK, donc ça, c'est, voilà, on a notre template de base qu'on a appelé base.py, puis à chaque fois qu'on va le modifier et, sur chaque page, on aimerait pouvoir modifier éventuellement à ces différents endroits-là. Alors, comment ça se passe? En fait, il nous faut planifier des sortes d'endroits, des sortes de trous dans notre template qui vont pouvoir être remplis par la suite. OK? Alors, en Python et en Django, ça se fait avec la notion de bloc. Donc sur mon navigateur, sur mon éditeur, j'ai configuré des plugins pour écrire un template Django, ce qui fait qu'il me propose, dès que je tape bloc ici, un élément qui s'appelle en bloc. Donc c'est effectivement ce qu'on veut. La syntaxe d'un bloc se présente de cette manière. Donc, ça se présente sous la forme d'une accolade ouvrante et fermante, donc accolade suivie de symbole pourcentage. C'est ce qu'on appelle un tag dans le langage de template de Django. Donc, ici, on voit que j'ai un tag ouvrant qui ouvre un bloc, et puis j'ai un tag qui termine le bloc. Le tag qui termine le bloc, c'est tout ça. OK. Donc, ce tag, je peux lui donner un nom. Ici, je peux lui donner le nom title. Et puis ici, je peux le fermer. Alors, le nom title, ici, va être optionnel dans le end block. Donc, je peux très bien, ici, juste avoir un bloc title et puis end block pour terminer. Personnellement, j'aime bien avoir le nom également dans le bloc de fermeture, de telle manière à savoir quel est le bloc concerné par cette fermeture-là. Donc ici, c'est un endroit qu'on positionne et qui nous dit ici, via le bloc title, vous pourrez spécifier un titre qui sera ajouté à cet endroit-là. Alors, comment ça s'utilise en pratique? Alors, pour pouvoir ajouter un titre ou personnaliser le titre sur cette page d'accueil, sur notre page d'accueil, nous pouvons ici créer un home.html et on va lui dire d'abord de reprendre toute la page de base et puis ensuite on va lui dire d'aller remplacer le titre par une certaine valeur. Pour ce faire donc, nous allons d'abord indiquer à Django qu'on désire étendre notre base.html. Donc, on va utiliser le mot-clé extends ici. Et on va simplement lui dire étendre base.html. Qu'est-ce que ça veut dire étendre base.html? Ça veut dire grosso modo copier le contenu de base.html et puis ensuite remplacer certains éléments dans ce base.html. Ces certains éléments, c'est les blocs. Donc ici, je peux dire d'aller insérer dans le bloc title, ici, puis je peux donner un titre, par exemple, accueil. Okay, donc on est sur notre page d'accueil. Ici, on voit que sur cette page home.html, je n'ai pas du tout répété la structure de mon fichier HTML. La structure globale, elle est définie dans base.html et nous, ce qu'on a indiqué ici, c'est uniquement d'aller insérer le titre au bon endroit sur la page de base. Et puis, on peut faire la même chose ici pour éventuellement du contenu. Donc, je peux créer ici un bloc et puis je peux lui donner un nom, par exemple, content. OK. Et puis, dans toutes les pages qui vont étendre cette page de base, je pourrais aller mettre du contenu ici. Donc, même chose, bloc. Et puis, content. Et à l'intérieur de ce bloc, je peux plus ou moins mettre n'importe quoi. Et puis, ce n'importe quoi, par exemple, ici, ça va... Alors, pourquoi est-ce qu'il... Hop. Donc, en titre, par exemple, bienvenue sur ce webinaire.
OK. Donc ici, nous avons notre titre. Le titre est défini uniquement dans la page Home. Par contre, dans la page de base, nous avons uniquement défini l'endroit où nous désirions avoir ce contenu qui sera ajouté. Et puis, on peut faire la même chose ici, en bloc où on va pouvoir ajouter des styles et en bloc où on va pouvoir éventuellement ajouter des scripts au besoin. Donc, nous pouvons créer ces deux blocs. Alors, ici, je peux appeler ce bloc, par exemple, Add Styles. Add Styles, par exemple. Les noms sont vraiment libres, hein, vous donnez les noms que vous désirez. Et ici, on va déjà mettre le style de Bootstrap à l'intérieur. OK. Et on aura la possibilité simplement d'ajouter les nôtres de page en page en fonction des besoins, si nécessaire. Si ici, je ne précise rien, si je n'utilise pas de bloc Add Styles, on va simplement réutiliser les styles de cette page de base sans le modifier. Donc, en fait, je ne suis pas obligé de tout modifier. Je modifie uniquement ce que je désire. Et ici, pareil, au niveau des scripts, nous pouvons ajouter en bloc. Voilà. Et puis, on va l'appeler bottom script. Et pareil, ici, on va migrer ce script à l'intérieur et puis on aura la possibilité d'ajouter à tout moment des scripts. Alors, bien sûr, on pourrait encore, d'ailleurs, faisons-le, on a parfois tendance à ajouter également des scripts dans le head, par exemple. Donc, je peux me créer en head script, éventuellement qui reste vide. Et puis, je peux faire la même chose pour plein d'éléments, par exemple, les balises méta que je voudrais mettre à jour sur certaines pages, etc., etc. Donc, je peux construire comme ça, dans mon base.html, une structure de page qui va me convenir. Et puis, je pourrais très bien ici créer en header, en footer, une navigation, etc. Donc, créer plusieurs blocs. Pour l'instant, on en reste là. On a ces blocs-là qui modifient uniquement le titre et le contenu. Nous avons home.html. Si je retourne dans ma vue, on utilise bien notre home.html ici comme fichier de template. Ce template, il est défini ici. Lui-même fait un extend de base.html qui est juste en dessus. Donc, on est bon. À ce stade, on devrait pouvoir maintenant rafraîchir et nous voyons bien le titre de cette page qui est accueil. Ce titre, nous l'avons spécifié ici entre les titres et nous voyons la page qui est bienvenue sur ce webinaire sous forme de titre qui est défini dans Content. Si maintenant je crée une deuxième page, je pourrais la créer à partir de cette page de base et lui donner en titre et en contenu spécifique. Donc ici, j'ai une structure qui commence à progresser. Toutefois, ce qui me déplaît éventuellement ici, c'est que le fichier HTML de base, il est pour l'instant dans mon application Home, alors qu'il risque d'être utile finalement pour plein d'applications. Alors, ce qu'on fait souvent, c'est qu'à la racine du site, on va créer un répertoire template. D'ailleurs, j'ai souvent tendance à mettre tous mes templates à l'intérieur de ce répertoire template plutôt que de les mettre dans les applications, sauf si je fais une application réutilisable. Alors ici, on peut très bien imaginer, en tout cas déplacer notre base.html à la racine du projet dans les templates à la racine, puisque on ne veut pas simplement l'utiliser pour home.html, mais on veut l'utiliser pour la plupart des pages qui seront affichées sur notre site. Et puis, home, on pourrait très bien le laisser là ou le migrer dans les templates de base. Ce qu'on a l'habitude de faire ici, c'est d'éventuellement le déplacer dans templates et à l'intérieur de templates, de créer un répertoire qui aura le nom de l'application et ici d'aller mettre ce
home.html ou index.html. On appellera souvent index.html dans l'application Home, par exemple. Donc, du coup, on n'a plus besoin pour l'instant de ce répertoire template. La seule chose qu'il faut que je modifie, c'est dans mes vues, je dois maintenant adapter. Dans template, j'ai notre index.html qui est dans une application Home, dans un répertoire Home maintenant, donc simplement Home index.html. Et je dois également déclarer à Django que j'utilise en répertoire template à la racine du projet. Et pour ce faire, vous allez dans la configuration et puis dans settings.py. Et dans settings.py, vous allez rechercher un élément qui s'appelle template. Voilà. Et dans templates, vous allez ici pouvoir configurer les répertoires qui contiennent des templates. Donc, ce template-là. Pour configurer ces répertoires, vous allez simplement utiliser passlib qui est importé tout en haut de votre fichier. Donc, il y a passlib qui est finalement importé. Et puis, nous avons notre basedir ici qui est configuré pour correspondre à la racine de notre projet. Donc, pour configurer ce chemin-là, il nous suffit de le configurer à partir du répertoire de base, la racine. Et comme j'utilise passlib, basedir, et puis le nom c'est templates ici. Et nous avons ainsi dit à Django où est-ce qu'il pouvait trouver finalement des fichiers de template. Pour Django, il suffit qu'on lui précise le chemin depuis ce fichier de template. Donc, home/index. On n'a pas besoin de dire templates, home, index.html. OK? Donc, ici, on va vérifier que notre site continue à fonctionner et malgré ce refactoring, on est toujours bon. Voilà. Donc, nous avons jusqu'ici implémenté une vue qui nous dit qu'on va renvoyer home.index et nous avons implémenté ici ou configuré une URL qui fait le mapping entre cette vue home et l'adresse ou le chemin racine de notre site. Donc ça, c'est la mécanique fondamentale derrière Django. Donc vous devez en Django être capable de mettre ici un chemin vers une vue, et puis de pouvoir configurer dans URLs en mapping. Ici, nous aurions pu mettre chemin vers une vue, ici. Et si je fais cette correspondance entre chemin vers une vue et home view, ici, chemin vers une vue va me renvoyer ma page d'accueil. Tandis que ici, si maintenant je n'ai plus rien, à la racine, puisque je n'ai aucune URL qui pointe vers la racine de mon site, mais si j'enlève ce chemin vers une vue, ici, que je sauve, le serveur de développement va tout de suite détecter que j'ai modifié quelque chose ici. Si je reviens sur mon site maintenant et que je rafraîchis, j'ai ma page qui est de nouveau là. Par contre, j'ai perdu ma page de chemin vers une vue. Donc, ici, vous indiquez un chemin. Ici, vous indiquez une vue. Et ici, vous indiquez un nom. OK. Donc, on est bon jusqu'ici. On a toute l'infrastructure pour une page qui est en place, mais on a utilisé pour l'instant ce qu'on appelle une classe based view. Alors, une classe based view, c'est quelque chose c'est une classe qui permet de construire ce qu'on appelle une vue. Mais pour bien comprendre ce que font ces classes based view, nous allons ici essayer de créer nous-mêmes l'équivalent de ce que va créer cette classe. En fait, ici, dans les urls.py, vous voyez qu'on n'utilise pas directement la classe. On a la classe et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander d'utiliser cette classe comme une vue. C'est ce que va faire finalement cette fonction asView.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser cette classe-là comme une vue? Ça veut dire que Django, via cette classe, et via cette fonction surtout, va utiliser cette classe pour fabriquer une vue. Alors, fabriquer une vue, ça sous-entend qu'on va être capable nous-mêmes d'éventuellement créer une vue à la main. Alors, qu'est-ce qu'une vue en Django? Une vue, c'est toujours une fonction ou un callable, mais de manière générale, une fonction. Donc, même une classe based view va terminer sa vie comme une fonction. Une classe based view, c'est juste une aide pour construire cette fonction. Alors, cette fonction, ici, on peut l'appeler comme on veut, appelons-la HomeView. OK. Alors, c'est une fonction qui doit, au minimum, avoir un premier paramètre qu'on va appeler généralement request. Okay. Donc, c'est la seule contrainte. Elle doit avoir au moins un paramètre, et ce paramètre va représenter la requête HTTP qu'on va recevoir de notre client HTTP, à savoir notre navigateur web. Okay. Qu'est-ce que va faire ce template view? En fait, il va pour l'instant rien faire d'autre que retourner un template, donc de faire un return de ce template-là à l'aide d'une fonction qui est cette fonction render. C'est pour ça qu'elle est importée ici automatiquement lorsqu'on a créé l'application, donc render. Et en premier paramètre de render, on voit qu'on a besoin de la requête. Ensuite, on a besoin du nom du template name, le même que nous avons mis en dessus. Et puis ensuite, on a besoin d'un contexte, un contexte qui est optionnel, donc qui représente les données qu'on va envoyer dans le template. Et c'est ça qu'on va essayer de voir maintenant, puisque pour l'instant, ce bienvenue à ce webinaire est bien joli, mais j'aimerais quelque chose d'éventuellement plus dynamique. Et pour l'instant, j'aimerais que ce titre éventuellement me vienne du code Python. Alors, essayons de voir ça. Alors, ici, dans cette fonction render, le premier paramètre, on l'a vu, c'est la requête, request, la même qui est définie ici. Le deuxième paramètre, c'est le nom de notre template. Donc, exactement comme en dessus, c'est home/index.html. Et en troisième paramètre, pour l'instant, je vais mettre un dictionnaire vide, même s'il est, finalement optionnel. Donc, on va voir que ça fonctionne quand même sans. Ensuite, on va l'ajouter et puis on va voir ce qu'on peut faire de ce dictionnaire. OK, donc nous avons cette fonction. Alors, nous allons voir que finalement, dans nos URL maintenant, si je reviens dans urls.py, situé dans mon répertoire config, je peux, au lieu d'utiliser la classe template, la classe HomeView pour construire une fonction HomeView, j'ai créé ma fonction HomeView tout seul. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer cette fonction HomeView, en plus de classe View ici, et je vais directement mettre HomeView, ma fonction ici. OK. Je vois que Django, au moment où j'ai sauvé, a reconnu que mon code était à nouveau bon. Il l'a mis à jour. Je peux venir ici et normalement, je vois le statu quo. C'est-à-dire que j'utilise une classe based view. Là, je suis obligé d'utiliser cette fameuse fonction asView. Ou que j'utilise la fonction directement créée HomeView. Dans ce cas, je ne mets pas de asView après parce que j'ai déjà une fonction ici. Nous avons un code qui est parfaitement équivalent ici. Okay. Parfait. Donc, finalement, nous avons deux moyens de faire la même chose, deux styles qui permettent de faire la même chose. Vous allez voir que plus vous avancez dans Django, plus il est intéressant d'utiliser ce qu'on appelle les classes based view. Mais parfois, ça vaut la peine de définir soi-même ces fonctions de vue pour comprendre comment les choses fonctionnent sous le capot. Donc, l'idée derrière les vues sous forme de classe, c'est de gagner des lignes de code, de ne pas avoir besoin de tout implémenter soi-même, mais de faire confiance à la fonction asView, enfin à la méthode asView, pour générer une vue à partir d'une définition simplifiée de notre vue. Ça évite souvent beaucoup de répétitions de code et c'est très utile. Mais au final, ce que ça fait, c'est uniquement de fabriquer
une function-based view. Donc, vous verrez souvent ce type de choses dans les articles sur Django. On va vous parler de function-based view, donc FBV, et puis de class-based view, donc C class-based view, de CBV. Donc, vous voyez de quoi il retourne. C'est juste deux manières de générer des vues qui sont différentes. La première permettant d'éviter beaucoup de répétitions de code et la deuxième étant plus verbeuse, mais plus explicite et parfois plus simple au début puisque finalement, what you see is what you get. Et ici, on n'a pas de mystère. On sait exactement, on est maître de chaque ligne à l'intérieur de cette fonction. Alors, je suis de loin pas en train de forcément pousser pour les function-based view, mais c'est vrai, obligé de reconnaître qu'au tout début, c'est quelque chose qui permet de clarifier les choses. Et je me permettrai au tout début d'essayer d'utiliser les deux en parallèle pour que vous voyez une certaine correspondance et que vous voyez très clairement en quoi les class-based view permettent d'économiser du code et quelle est finalement la correspondance entre les deux. Le premier élément où on va voir une correspondance, c'est maintenant où plutôt que de définir dans le template le message qui va être affiché dans notre vue ici, bienvenue sur ce webinaire, nous allons définir ça directement dans notre code Python. Comme ça, c'est via notre code Python que nous pourrons décider ce que nous allons afficher. Parfois, nous allons afficher bienvenue sur ce webinaire, mais si on peut imaginer que quelqu'un est connecté sur notre site, on pourra dire bienvenue et utiliser le prénom de la personne connectée, par exemple, ce qui est bien plus sympa. Il a l'impression qu'on est attentif à lui et il sera peut-être plus enclin à revenir sur notre site où il trouvera l'ambiance un peu plus familiale. Donc, ici, on peut vraiment avoir un contenu dynamique. Alors, essayons de renvoyer un autre titre ou un titre depuis notre vue. Alors ici, je vous ai parlé dans cette fonction render, je veux quand même avoir un petit œil sur le temps. Donc, dans cette fonction render, nous avons un troisième paramètre qui est ce qu'on appelle le contexte. Donc ici, est-ce qu'il m'affiche l'autocomplétion? Voilà. Premier paramètre request, deuxième template name, et le troisième en contexte. En contexte va être en dictionnaire ou en dictionnaire like. Ça doit être une mapping. Donc, on va généralement utiliser en dictionnaire. Je peux directement utiliser le dictionnaire ou alors je peux mettre en contexte ici, contexte égale dictionnaire, ou alors je peux définir en contexte ailleurs et puis passer le contexte ici en troisième paramètre ou passer explicite le contexte à contexte. En fait, vraiment, on est sur du code Python là, donc vous avez toutes les possibilités qu'offre Python à ce niveau-là. Au tout début, je vais clarifier ça en mettant contexte égale en dictionnaire. Et ici, je peux définir le nom d'une variable qui sera utilisable directement à l'intérieur de mon template. Ici, tout ce que je vais écrire dans ce dictionnaire sera accessible depuis le template. Par exemple, title de ma page, et puis je vais l'appeler header, ou comment on appelle, punchline. Hop, voilà. Alors ici, c'est ma page accueil. Et puis, la punchline, c'est ce webinaire. Et donc, voilà. Donc, c'est ces messages-là qu'on veut afficher maintenant sur notre code. J'ai oublié là, dans le dictionnaire, de séparer les deux lignes du dictionnaire par une virgule et on est tout bon normalement. Voilà. Donc ici, nous voyons que nous avons ces données. Hop, je vais laisser mon autoformateur formater tout ça. Voilà, nous avons ces données qui seront accessibles maintenant dans notre template.
Alors, ces données-là, elles peuvent venir, je peux les écrire en dur dans ma vue, mais je pourrais très bien les avoir dans du code Python quelconque, hein. Alors, imaginons, par exemple, que j'ai allez, un module Python à la racine, et dans ce module Python ici à la racine, j'aurai ici getTitle. Et puis ce getTitle, il va me retourner directement accueil pour vous montrer le mécanisme. Donc Python à exemple.py à la racine, une fonction toute simple. Ici, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire, mais ici, on pourrait importer notre fonction. Donc from exemple, exemple import getTitle. Et puis ici, je pourrais obtenir mon texte à partir d'une fonction. Et puis, ce que nous allons finalement voir, c'est que ici, je vais pouvoir récupérer ce titre. Simplement, je vais utiliser la notation qu'on appelle la notation moustache, la double accolade qui ressemble parfois à une moustache. Et ici, je vais simplement écrire title. Okay, donc le mot title ici ne fait pas référence au nom du bloc, mais ce mot title entre les doubles accolades fait référence dans ma vue au title que j'ai ajouté au contexte ici. Et ce title ajouté au contexte, il tire son titre ici de la fonction getTitle que j'ai importée dans le module Python qui est à la racine ici. Okay, donc nous allons vérifier ici qu'on a bien un accueil qui reste affiché, c'est le cas. Et si je vais dans mon module exemple.py à la racine, et puis ici, vive Python, je sauve, et je reviens là, je vais finalement voir que mon titre de page change. Donc, on est vraiment sur du Python standard. Vous avez vraiment un mécanisme en module Python quelque part que vous pouvez importer ici, et puis vous pouvez ajouter la valeur retournée par cette fonction dans votre dictionnaire et l'associer à la clé title, et cette valeur sera accessible dans votre template avec le mot title. Donc évidemment, ici, je ne vois pas pourquoi tout ce chemin-là serait nécessaire. Donc je vais éliminer mon exemple.py, sauvegarder ici, et puis ici remettre les choses en dur. Vive Python. Vérifier que je n'ai pas fait d'erreur en rafraîchissant sur notre site. Et on est tout bon. Par contre, maintenant, on voit que je n'ai pas encore ajouté dans ce titre ce webinaire vous plaît. Alors, à ce moment-là, allons de nouveau sur index.html. Et puis ici, on peut insérer notre titre. Alors, on peut insérer notre titre ici, simplement avec la notation moustache de nouveau. Et puis, nous allons insérer la punchline ici. Et puis, maintenant, je rafraîchis ici et nous avons bien, de manière dynamique, le contenu du template qui a été remplacé par les données. Voilà, n'hésitez pas à m'arrêter si il y a des personnes qui se sentent pas à l'aise avec ça. Ici, je vais directement finalement essayer de faire la même chose, mais de notre home view. Comme ça, vous voyez vraiment quelle est la manière de faire avec une vue basée sur les classes et une vue basée sur les fonctions. Donc, on veut faire la même chose ici, c'est créer un contexte dans cette classe qui définit ces deux données accessibles depuis le template directement. Alors, pour ça, nous pouvons ici, dans cette classe, alors comme c'est une classe, souvent, ce qu'on va faire, c'est on va agir sur sa structure à l'aide de méthodes, et il existe un lien très, très utile, pratiquement indispensable pour travailler avec les classes Best View en Django. Vous tapez classy avec un Y comme ça, Django.
et vous arrivez sur un site qui s'appelle Django Class Based View Inspector. Et ce site est très, très, très utile. Et son utilité va commencer pour nous au niveau de la template view, que vous avez trouvé votre template view. Pour l'instant, il va sembler un peu ésotérique, mais quand on a parlé de contexte, alors le mot-clé contexte doit finalement vous parler ici, et nous avons ce get context data. Ici, nous voyons la signature def get context data self étoile étoile quarks. Nous allons donc utiliser exactement cette méthode pour spécifier notre dictionnaire de contexte. Alors, comment va-t-on faire? On va simplement copier ce qu'on a vu ici, get context data self étoile étoile quarks. Alors, get context data. Alors, mon éditeur le fait tout seul. Ici, je ne compte pas faire de cours sur le time printing, donc je vais directement éliminer ça. Donc, on est dans une classe. Cette classe hérite de la classe template view. Je redéfinis une méthode de cette classe. Donc, la première chose que je vais faire, c'est récupérer le contexte en appelant la méthode super, c'est-à-dire qu'on va appeler la méthode getContextData de la classe mère ici. Donc ça, si vous avez fait de la programmation orientée objet en Python, vous êtes normalement à l'aise avec ce genre de choses. Contexte, c'est ce contexte, c'est ce dictionnaire-là qu'on va récupérer, ou le même en tout cas, et puis on va pouvoir y ajouter des infos. Par exemple, on va ajouter en titre, ici, en titre, vive Python, par exemple, vive Python. Allez, on va faire honneur à la concurrence pour montrer qu'on a bien changé ici, et puis contexte, et puis la punchline. Et dans cette punchline, voilà, ce webinaire vous plaît-il? Et puis, la dernière chose qu'on va faire, c'est de faire un return de notre contexte. Voilà. C'est un tout petit peu plus verbeux au début. Sur une template view, ce n'est pas nécessairement super intéressant d'utiliser une class-based view. On voit que ça se tient, hein. Si on formate les choses un peu correctement, finalement, on n'est pas sur beaucoup moins de lignes de code que sur la fonction directement. Donc ici, on est vraiment sur une équivalence presque parfaite entre les deux home view si on respecte la PEP8 et donc on respecte les 80 caractères maximum ici. Voilà. Alors, je vais à ce stade retourner dans urls.py pour reprendre ma home view plutôt que home_view. Et puis, donc, pour l'utiliser, rappelez-vous, home view, mais c'est une classe, donc je dois la transformer en vue à l'aide de la méthode asView de cette manière-là. Je laisse le serveur se recharger. Je retourne sur la page de notre site qui devrait maintenant faire honneur à Ruby et puis avoir ce webinaire, ou ce runaire, puisqu'on parle de Ruby ici, vous plaît-il? Voilà. Alors, on est bon, on a implémenté des choses avec deux styles de vue. Vous choisissez le style que vous préférez. OK. Le mien, pour l'instant, ce sera celui-là. Et puis, vous pouvez, pour l'instant, faire le choix de la fonction explicite. Nous aurons l'occasion, lorsque nous manipulerons, par exemple, les formulaires, de refaire le même exercice et de voir cette correspondance exacte entre une classe based view ou une fonction. Pour complément, éventuellement, non, je ne veux pas charger trop le bateau pour l'instant, on aura l'occasion d'y revenir sur plusieurs autres exemples. Jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou des pratiques que vous voudriez exposer et que vous voudriez qu'on discute? Donc, si ce n'est pas le cas, je prends à ce stade votre silence comme ça se passe bien pour l'instant. Je suis
pas trop largué, ou alors je ne sais pas trop ce qu'il fait, j'attends avec impatience le replay que vous pourrez trouver sur le site webinaire.placepython.com. Si vous scrollez tout en bas du site, et là je profite, tout en bas du site, vous avez les webinaires passés, notamment le webinaire d'hier avec la vidéo et le dépôt GitHub, le webinaire, les 2 webinaires de novembre également avec les vidéos et les dépôts GitHub. Donc n'hésitez pas à vous y référer si vous avez besoin de revoir tranquillement ce que nous avons fait aujourd'hui. Voilà. Alors, maintenant que nous avons le site qui est bien posé, la dernière chose que je vais faire dans ce premier webinaire, c'est de réorganiser un peu tout ça. Pourquoi réorganiser tout ça? Parce que très vite, vous allez voir que nous allons éventuellement créer plein d'applications. Alors, nous allons créer plein d'applications. Et donc, par exemple, en Python, manage.py, start app. Au minimum, je vais créer une application users parce que je vais avoir des utilisateurs. Donc, nous allons avoir ici une application users qui apparaît. Et puis, je vais préparer une page pour chacun de mes utilisateurs, une page de profil pour qu'ils puissent voir sa configuration. Et donc, du coup, ici, je vais appeler cette application profiles, par exemple, qui va apparaître ici. Et puis, ici, chose qui apparaît souvent, c'est qu'en tête de votre page, nous avons souvent des menus. Mais nous avons aussi des menus dans le footer en général. Et c'est souvent assez rébarbatif à taper toutes ces entrées de menus parce que c'est du code très similaire et qu'on peut s'épargner de taper à la main en Django. Alors ici, mettons que je vais créer également une application menus. Donc, tac, start app, menus. Voilà. Et puis, peut-être d'autres par la suite. Je vais m'arrêter là pour l'instant, mais je voulais dire que il est pas rare que sur un site de petite taille en Django, on est entre 5 et 10 applications et sur un site de grande taille, on en est en 10 et 30. Donc, ici, ça peut être visuellement inconfortable de se dire, OK, ben, je vais avoir absolument plein d'applications ici qui vont s'accumuler. Et puis, du coup, mon répertoire racine va simplement s'accumuler. Alors, ce que je préfère faire, c'est éventuellement donner un nom à mon application ici. Alors, il faut que je réfléchisse très vite en nom, mais on va mettre pilien pour l'instant ou pilink, quelque chose comme ça. Allez, hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une... Bon, pour l'instant, c'est pas gravé dans le marbre. Donc, l'idée, c'est de créer une application qui va référencer des liens pour des liens d'intérêt, des liens de ressources sur Python. Je réfléchirai pour jeudi prochain à un nom. S'il y a un artiste parmi vous, n'hésitez pas à réfléchir à un logo et on monte en business ensemble. Voilà. Donc, ici, des liens. Quand on crée un répertoire en Python, on pense toujours au init.py. Et puis, pour le coup, on va pouvoir mettre toutes nos applications éventuellement dans ce répertoire qui a le nom de notre projet. Comme ça, nous nous conformons à la bonne pratique en Python qui dit que notre code ou l'essentiel de notre code va se trouver à l'intérieur d'un package, ici, donc le init.py en fait un package qui porte le nom de notre application. Et puis là, on a le nom de toutes les applications. Alors, comment gérer au niveau de Django ce tsunami organisationnel? Donc ici, je vais simplement avoir à spécifier ça dans les apps, ici, dans l'app Home. Je vais simplement préciser qu'elle se trouve dans Pilien et le faire comme ça. Donc, une approche que vous retrouverez fréquemment, donc c'est de modifier ces liens-là.
Une autre approche que vous retrouvez tout aussi fréquemment, c'est d'aller, par exemple, dans manage.py ici, et puis de créer ou de modifier le 6.pass de Python pour que on trouve ce qui se passe, ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire ce genre de choses? Ici, importer passlib. Par exemple, je suis dans manage.py là, donc j'importe passlib. Je cherche le répertoire racine de mon projet. Alors, depuis passlib, c'est passlib.pass, file. Alors, ici, on va faire en resolve. Et puis, c'est simplement le répertoire parent de ça. Voilà, parent. Et puis, pour le coup, je peux faire un syspass.append et puis ajouter ma racine ici sur le syspass. Ça, c'est une manière de faire. Comme j'ai quand même une préférence de manière générale pour l'explicite, ce que je vais faire, donc moi, c'est dans toutes mes applications, dans les apps qui correspondent ici. Voilà, on est bon. Là, on va mettre Pylien ici. Pylien ici. Alors, on l'a fait pour menu, pour home, pour profile. Et pour users. Pour les autres applications, on le fera bien sûr au fur et à mesure. Voilà. Et puis, pour le coup, dans notre configuration, alors, j'ai uniquement pour l'instant à le faire pour Home. Simplement, il y a tout qui sera configuré avec mes liens. Et puis après, je vais ajouter les différentes autres applications lorsque j'en aurai besoin. Ça, c'est une première chose. Comme ça, je sais que ma configuration est ici, que mes applications, que les applications dédiées à mon projet se trouvent toutes ici, que mes templates se trouvent ici et que mes tests, parce que c'est quelque chose également dont nous allons parler la semaine prochaine, mes tests se trouvent dans un répertoire test et également, n'oubliez pas à chaque fois d'ajouter le init ici. Donc voilà la configuration du projet qui va nous intéresser jeudi prochain et le jeudi d'après. Donc un projet qui est organisé en 4 volets de configuration d'application, de template et de test, et encore un 5e qui sera celui du front-end qui va être très limité ici. Donc on va pour l'instant le gérer ces fichiers statiques depuis directement depuis en répertoire dédié, mais le front-end, on va essentiellement dans cette application utiliser Bootstrap par défaut sans trop de personnalisation avec un minimum de CSS. Donc, ça va rester relativement simple. Je pense faire un webinaire peut-être en janvier où on discutera de comment personnaliser Bootstrap. Par exemple, moi, j'utilise Webpack pour ça, pour exécuter au sein de Webpack, par exemple SAS, et personnaliser ainsi Bootstrap tout en compilant également mon JavaScript au passage. Donc, il y aura un webinaire un peu plus front qui sera organisé dans le courant janvier, puisque le site placepython.com va sortir le 1er janvier 2022. Voilà. Alors, j'espère que cette introduction aura permis de poser certaines bases. Pour ceux qui veulent en complément plus avancé, en particulier sur l'infrastructure, je vous rappelle le webinaire d'hier dont la vidéo est en ligne. Cette vidéo sera en ligne sous peu et si vous avez envie de connaître la suite et de développer avec moi le site Pylien et puis de voir au passage différentes fonctionnalités derrière Python, en particulier le rôle joué par les modèles, les formulaires, les middleware, les contextes processeurs et tout ça. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, le 9, et le jeudi d'après, le 16, à 18h,
pour les 2 derniers volets de cette introduction à Django.